Une escapade en pays de Forcalquier, c'est l'occasion de réveiller ses sens. Pour régaler sa vue, direction le site exceptionnel des Mours. Quand on voit ce rocher, il y a un visage ici, un nez, une bouche et même des yeux dans leur enfoncement. Pour l'odorat, à vous de choisir entre apprendre à assembler un parfum au pays de la lavande et de la santoline. C'est assez léger en fait. Il est assez frais. On est sur une eau de toilette, donc on est peu concentré en fragrance. Ou découvrir le fromage de Banon qui flatte l'œil avant le palais. Mais on doit le rouvrir, ça. On a comme une fleur. Ça aussi quelque chose de très convivial. Ouvrir ses feuilles, c'est aussi écouter en argot. En la matière, il y a de quoi entendre au pays de Forcalquier, et notamment autour d'une partie de moune au fond d'un troquet. T'arranges les oreilles, tu vois. La première, c'est pour les petits. C'est la boucherie. La boucherie, on y vient, mais côté goût cette fois, avec une spécialité appelée brindille, aussi savoureuse que son histoire. Comment ça se fait que vous avez des saucisses aussi longues qui pendent partout? C'est la largeur de mon plan de travail, tout simplement. C'est notre grande spécialité surtout. Cette balade en pays de Forcalquier vous fera découvrir les lieux essentiels de la région en compagnie de passionnés qui donneront du sens à cette visite riche en émotions et en patrimoine. Notre voyage en pays de Forcalquier débute en compagnie de Sabrina da Conceição. Rien de tel qu'une guide passionnée par le patrimoine de sa région pour une découverte de Forcalquier haute en couleurs. Direction la montagne de Lure avec André Giliberto. Bonjour André. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Sur le site dit des Mours, le plus emblématique du pays de Forcalquier. Ancien prof de sciences naturelles, André connaît l'histoire de ce site unique sur le bout des cimes. Et pour bien le comprendre, il faut débuter par un voyage dans le temps de 25 millions d'années. Alors André, ici on a un point de vue quand même exceptionnel. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu des éléments de compréhension? Il y a 25 millions d'années, il y avait ici un grand lac qui occupait notre région, le lac qui était en contrebas, et donc le bassin de Forcalquier, car ici on est en haut du bassin, les roches ont été plissées par le plissement pyrénéen et le plissement alpin, et là c'est vrai qu'on a une vision d'ensemble extraordinaire. André ne se lasse pas du panorama unique des Mours, mais Sabrina n'est pas venue ici que pour ça. Ce qui intrigue sa curiosité, ce sont les formes des rochers qui font la rareté de l'endroit. Et là-dessus, André est également incollable. Bon, on n'a pas encore abordé très précisément l'origine de la formation de ces rochers. Ces rochers ont une origine biochimique, c'est-à-dire que ce sont des êtres vivants, et plus spécialement des algues. Et de par leur biologie, ces algues calcifier ces boues, c'est-à-dire qu'elles transformaient le calcaire soluble dans l'eau naturellement qu'amenaient les cours d'eau qui venaient de l'Est. Et c'est donc par calcification successive que ces rochers grandissaient. Et en grandissant, certains rochers façonnés par les micro-organismes durant des millions d'années sont devenus d'authentiques sculptures. Formes de champignons, de têtes, d'animaux ou de visages humains, ils offrent aux Mours un côté mystérieux. Ils ont même donné leur nom au lieu. Mours vient du provençal, et en provençal ça signifie museau. Alors il est vrai que c'est un peu notre imagination qui reconstitue tout ça. Quand on voit ce rocher de face, on ne voit pas une tête, mais en fait de profil, on s'aperçoit qu'en fait il y a un visage ici, un nez, une bouche et même des yeux dans leur enfoncement. Ouais. Ce qui fait que ces rochers s'animent et prennent la forme de visages souvent grimaçants, avec une connotation de masque, de trogne. En fait, ce sont les sentinelles du pays de Forcalquier. Ce sont les sentinelles du pays de Forcalquier. Des sentinelles fragilisées par leur grand âge et leur succès. Le site très fréquenté l'été fait l'objet depuis 2011 d'un plan de protection pour que les Mours veillent encore de nombreuses années sur la vallée de Forcalquier. L'un des emblèmes de Forcalquier, c'est la concathédrale Notre-Dame du Bourguet. Elle est classée aux monuments historiques. Son nom est une déformation de cocathédrale. Au XVe siècle, elle partageait ce titre avec celle de Sisteron, située à 50 km de là. C'est Sylvain Roman, notre deuxième guide, qui nous amène maintenant à sa découverte. Natif de Forcalquier, il connaît tout le monde au village et il est aussi carillonneur le week-end. Il a rendez-vous avec Michel Benedetto, sourcier. Aux frontières de l'étrange, à la recherche des forces magnétiques qui ont guidé la construction de l'édifice. Mais chut, Michel est déjà à pied d'œuvre. Qu'est-ce que tu fais là? Je vérifie que ce qui a présidé
à la construction de cet édifice magnifique depuis plus de 8 siècles est toujours là, c'est-à-dire le tellurisme, parce qu'on n'a jamais mis un lieu sacré sans tenir compte de ce qu'il y avait sous nos pieds. Et le tellurisme à Forcalquier, comme je pense toutes les cathédrales de France, donc, est fortement marqué. Voilà. Michel, avec sa baguette, arrive à percevoir les effets du tellurisme. C'est l'influence du magnétisme terrestre sur les organismes vivants. Il parcourt les axes où ce magnétisme est concentré. Ce sont les mêmes que les bâtisseurs de la concathédrale ont suivis lors de sa construction. Il y en a un qui donc part dans le sens de l'est vers l'ouest et qui a présidé à la position de la nef. C'est jamais strictement ce sens-là, hein. Mais par contre, tu en as un autre qui part dans l'autre sens, c'est-à-dire qui fait quasiment nord-sud. Nord-sud. Et l'intersection des deux, à un point étoile, est un endroit donc, qui était très fort sur un plan énergétique. Alors ici, à Forcalquier, la croisée de ces deux réseaux se fait au pied du tapis, devant l'autel. Donc il est pratiquement au niveau de la première marche. C'est l'emplacement du prieur, du père. Voilà Michel et Sylvain au cœur des forces magnétiques de la concathédrale. C'est le respect des tracés et des proportions qui rendent l'édifice remarquable. C'est aussi l'endroit idéal pour apprécier le mélange des styles architecturaux. Sylvain n'est pas expert en la matière et il en profite pour y voir plus clair entre construction gothique et romane. Donc on a un bel exemple gothique ici, sur Forcalquier. Alors non, on a tout. On a un bel exemple roman, mais notre roman provençal, et qui, avec le temps, a évolué avec du gothique. Alors ici, donc, nous avons cette nef qui est du pur roman, mais il faut s'imaginer que la cathédrale, à l'époque romane, on n'a que la nef centrale. Et on n'a qu'un chœur, mais on n'a pas ce beau chœur qui est le gothique, effectivement, qui pourrait tromper. C'est-à-dire que ce chœur gothique, il va venir qu'au milieu du XIVe siècle. Sylvain y voit un peu plus clair sur le mélange architectural de l'édifice. Mais c'est une musique qui va attirer à présent sa curiosité de carillonneur mélomane. Elle provient du grand orgue de la cathédrale. Entre musiciens, on se connaît à Forcalquier. Il n'est donc pas étonné de retrouver Jean-Jacques Tournebise, l'organiste des lieux. Bonjour Jean-Jacques. Est-ce qu'on peut venir te rejoindre dans ton antre? Pas de problème. Allez, nous voilà. Vous pouvez monter, rejoindre ce noble instrument. Un instrument qui a acquis ses lettres de noblesse au fil des siècles. Jean-Jacques y joue depuis 1980, il le connaît par cœur et il est également incollable sur son histoire. L'orgue de Forcalquier, c'est un des moteurs de la vie culturelle du village. C'est un instrument qui a une histoire dans la mesure où il n'a jamais cessé d'évoluer depuis le XVIIe siècle. Bon, il a une fonction d'ouverture culturelle dans la mesure où tous les étés, parce que c'est un orgue de concert, eh bien, nous avons des concerts d'orgue qui sont organisés par l'association Les Amis de l'Orgue et nous faisons venir des artistes, je dirais, du monde entier. Jean-Jacques est bien placé pour le savoir puisqu'il organise chaque été le Festival international d'orgue de Forcalquier. Sylvain en sait assez, il aimerait maintenant voir ce que l'orgue a dans le ventre. En parler c'est bien, mais l'écouter, voilà, c'est mieux. Alors, ben par là, voilà. Ben par là. Maintenant, Jouga. Ben Jouga, voilà. Alors donc, pour jouer cette pièce éminemment connue, on va faire ce qu'on appelle donc une registration Pour habiller les notes que je vais jouer. Magique. Jean-Jacques, à bientôt, merci pour tout. Bientôt. Ciao. Ciao, ciao. Direction à présent Liman, au nord-ouest de Forcalquier. Nous y retrouvons Olivier Tanga, accompagnateur en montagne de métier. Il sera notre troisième guide. Il retrouve Joël Corbon, éleveur de chèvres. Salut Joël. Bonjour Olivier. Ça va? Bienvenue à la poursuite. Fils d'agriculteur, installé depuis toujours à Liman, il a repris l'exploitation dans les années 90 et a donné un souffle nouveau à cette race provençale, alors en voie de disparition. Avec le lait de ses chèvres, il produit notamment l'un des meilleurs fromages du pays de Forcalquier, le Banon, une histoire de tomes fraîches, de feuilles, d'alcool et de savoir-faire. Viens Olivier, je t'ai préparé un atelier de pliage du banon. Voilà, j'ai réuni tous les ingrédients. La tome qui va servir à faire le banon. Ouais. Les feuilles pour les plier, feuilles de châtaignier qui sont ramassées brunes à l'automne.
le raffia pour l'attacher et l'alcool, parce qu'on va tremper les fromages dans l'alcool avant de les plier. Avant, on n'avait pas les moyens de tuer les mouches, et donc souvent quand le fromage fermente, il produit du gaz, les mouches elles viennent, elles pondent sur le fromage, et après il y a un petit asticot qui naît dans le fromage. D'accord. C'est très sympa pour les clients, et du coup les vieux, ils trempaient les fromages dans l'alcool pour tuer les larves dans le fromage. Et cette méthode de conservation est apparue à la fin du 19e siècle. Jusqu'alors, les niveaux de production n'offraient pas d'excédent, tout était consommé. C'est l'apogée de l'agriculture à cette période qui créa l'excédent et poussa les hommes à inventer une méthode simple et efficace. On prend le fromage avec 2 doigts et hop, je l'immerge dans l'alcool. Ouais. Hop, 1-2 secondes, c'est tout. Je l'égoutte et après je le mets dans les feuilles. Alors la feuille, toujours la face supérieure contre le fromage. C'est la feuille, c'est la face la plus propre. L'objectif, c'est que le fromage soit à l'abri d'oxygène. Et donc il faut qu'on ne voit plus le fromage. Donc petit à petit on tourne comme ça. Et à la fin le fromage est masqué. Ouais. Alors si jamais on doit le rouvrir, on a comme une fleur, comme une corolle de fleurs. Ah ouais, Donc c'est sympa aussi. Le banon c'est aussi quelque chose de très convivial. Olivier observe attentivement le savoir-faire de Joël. Bientôt ce sera à lui de protéger le banon dans ses feuilles. Ce travail de préparation était historiquement réservé aux dames, mais Joël va révéler à Olivier la raison qui l'a poussé à s'y mettre, non sans humour. C'est un travail de femme et là c'est moi qui le fais. D'accord. Parce qu'à la fin je finis le bol d'alcool. Voilà, après je fais ça le soir et après je vais me coucher. C'est le seul soir de la semaine où on est tranquille. Bon, coupé. Pour ce qui est de préparer le banon, la concentration prend le pas sur le rire. Tu prends le fromage, voilà, tu le mets au milieu de la feuille. Voilà. Après, tu tenir. C'est de faire mesure, tu fermes et le pouce. Ah oui, tu fais ça à mesure, hein. Voilà. Et après, tu alimentes. Ça va peut-être légèrement mieux. Toujours sur la face. Voilà, comme ça, voilà. 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 Hop. Et voilà, pas trop tirer sinon ça casse. Et donc, on va dire que le nœud tient. D'accord. Ben, c'est pas facile, hein. On voit bien qu'il faut une certaine technique quand même. Voilà. Une technique que Joël maîtrise sur le bout des doigts. Il est capable de confectionner 80 fromages à l'heure. Une fois protégé de l'oxygène par ses feuilles, le fromage va fermenter. Après 10 jours d'affinage, il aura trouvé tout son caractère. Joël, merci pour tout. Vraiment, c'était super intéressant. Tu as été bon élève. Ouais, j'ai encore à apprendre quand même. Continuation. Retour à Forcalquier, à la découverte de la maison des métiers du livre et d'un personnage passionné. Bienvenue aux Ateliers d'Or. Edwige Birlouet est la fondatrice des Ateliers d'Or, un lieu dédié à l'art de la reliure. Cette discipline, Edwige l'a dans la peau depuis son enfance, découverte par hasard lors de travaux pratiques alors qu'elle était collégienne. Depuis, elle la transmet avec caractère et une certaine exigence. Donc voilà, la majorité des peaux qu'on utilise chez nous, ce sont des peaux de chèvre, du chagrin ou du marocain, qui nous vient de quelle époque? Avec qui nous venait de? C'est François Ier, notre bon roi, qui nous a rapporté le marocain d'Italie. Ici, Edwige forme notamment des candidats au CAP reliure. Aujourd'hui, elle a choisi de nous faire rencontrer un autre mordu de papier. Pour cela, rien de plus simple, direction le rez-de-chaussée. Donc voilà, nous sommes dans l'antre de Philippe Moreau, l'atelier archétype, typographe, graveur. Philippe Moreau est l'unique salarié de son atelier créé par amour de la typographie et des techniques d'impression, techniques uniquement à l'ancienne. Ici, pas question de créer des livres à grand tirage, le travail est manuel sur des machines d'époque. Philippe va montrer son savoir-faire à Edwige. Et tout débute par la fabrication du papier. Pour ce faire, Philippe a besoin d'eau, de morceaux de jean et d'une drôle de machine appelée pile hollandaise. Le chiffon est arraché et après... Pourquoi il fait ce bruit-là? En fait, les chiffons commencent à se déchirer progressivement pour ne laisser que des fibres très fines, très courtes. C'est déjà presque de la pâte à papier, quoi. Alors, on voit aussi que les machines à laver ne rincent pas suffisamment le linge. Étonnant, étonnant, étonnant. Même avec une petite odeur de lessive, ce tissu devient pâte à papier. Philippe montre à Edwige comment récupérer les fibres de cellulose à l'aide de ce tamis appelé forme. Après le séchage, voici le résultat. Ça, c'est des feuilles qui ont été faites dans des stages de fabrication de papier, avec différents végétaux, avec des chiffons. Donc ça, c'est du jean.
Pour imprimer sur ce papier, Philippe va montrer le fonctionnement d'une presse à épreuve avec l'utilisation de caractères en plomb ou en bois, une technique qui n'a pas changé, elle est sensiblement la même depuis le XVe siècle, et son invention par Gutenberg. Donc ça, c'est une presse à épreuve parce qu'en fait, on tire une épreuve, on regarde, on corrige, on modifie. Ça, c'est ce qui va te permettre de savoir si maintenant tu vas pouvoir faire un tirage ou pas. Voilà, s'il n'y a pas de coquilles dans le texte. Ça a vraiment de la gueule, ça. Ah oui, ça, tu peux pas obtenir ça sur un ordinateur, sur une imprimante, à moins de travailler sur Photoshop pendant des heures. Alors que là, c'est chouette. Fait pour s'entendre, Edwige et Philippe. Rien de très étonnant entre une amoureuse de beaux livres et un passionné de mise en page. Autre point commun, savoir prendre son temps. Bien loin des cadences modernes, voici le temps nécessaire à Philippe pour assembler un livre de 40 pages. Il y a combien 5 cahiers. 5 cahiers. Cahiers de 8. 5 cahiers de 8. Une quarantaine de pages. Approximativement, combien de temps va-t-il te falloir pour arriver à faire tout ça? 2 semaines, quelque chose comme ça. 2 semaines pour composer, ligne après ligne, page après page, une épreuve de référence. Ce n'est qu'ensuite que Philippe pourra en produire 200 exemplaires, comme c'est le cas pour cet ouvrage. Pour y parvenir, il mène maintenant Edwige devant une autre de ses machines de collection. Un outil assez génial. C'est chouette. Tout le monde ne partagera pas forcément le même enthousiasme qu'Edwige devant une pédalette, nom de cette machine créée au début du XXe siècle. Pas d'électricité. Non, pas d'électricité. Tout à la main. Voilà. Donc on met une feuille ici. Il y a tu as calibré avant. Voilà, il y a les rouleaux encreurs. Et donc les rouleaux encre là, et ça imprime. Juste avec le pied, tu as les 2 mains libres. Ah, c'est chouette. Donc et tu les retires au fur et à mesure. Tu retires, tu mets ta feuille, tu la retires quand elle est imprimée. Tu mets une autre, donc tu as les 2 mains libres. Tu maigris, tu te muscles, tu as tout ce qu'il faut, c'est génial. C'est mieux que les vélos d'appartement. D'ailleurs, je vais venir le matin à 2 h. Voilà, tu fais une jambe et l'autre. Tu me prépares un travail et je te le fais. Une histoire commencerait-elle à s'écrire entre Philippe et Edwige, au coin de la pédalette? Ce qui est sûr, c'est qu'ils font vivre tous les deux un savoir-faire que l'on pensait disparu. Philippe, merci encore. Merci beaucoup. À bientôt. Donc, à très bientôt et je te redescends les livres dont je t'ai parlé. Bonne fin de journée. Au revoir. Avec Sabrina, direction à présent le village de Lardier, à 20 km au nord de Forcalquier. Au programme gastronomie et caractère au café de la Lavande d'Emmanuelle Burolet, femme de goût et de caractère. Tu casses pas la vaisselle, s'il te plaît, Sabrina. Son café de la Lavande est bien plus qu'un simple bistrot. Emmanuelle met un point d'honneur à faire vivre les recettes traditionnelles. Ainsi, le jour de Pâques, dans l'assiette, on mange du cabri. C'est la tradition pour les jours de Pâques, du cabri au pois chiche, selon une recette qui m'a été confiée par des anciens de Forcalquier. Donc voilà, pour ça, il nous faut du cabri qui a été découpé, des pois chiches qu'on a mis à tremper, un petit peu de poitrine salée, de l'ail et du thym. Voilà. Voilà 18 ans qu'Emmanuelle a repris un vieux bar pour lui redonner vie. Elle est aussi la première à avoir obtenu la labellisation Bistrot de Pays, réservée aux derniers commerces de communes de moins de 2000 habitants. Objectif, devenir le lieu de vie et de transmission culturelle de tout un village. Le principe du Bistrot de Pays, c'est la promotion des produits locaux et de remettre en valeur des recettes un petit peu traditionnelles. Question cuisine provençale, Emmanuelle est incollable. D'ailleurs, elle ne se cantonne pas qu'à ça. Sa gastronomie est à son image, passionnée et influencée par les expériences de sa jeunesse. Et donc mes parents ont vécu plus de 20 ans en Tunisie. Et 5 ans en Libye, où je suis née. Donc on est une famille de voyageurs et complètement obsédés par la bouffe, quoi. On ne pense qu'à ça. Emmanuelle est aussi une grande bavarde. L'heure est venue de se recentrer sur la recette. Tout commence par faire revenir le cabri. Hop, on va sortir la viande. Les petits lardons. Direct comme ça? Yes. Puis l'ail, les herbes et un peu de moutarde. Sans oublier de déglacer au vin blanc. Et voilà pour l'assaisonnement. Et là, en fait, le parfum de l'ail, du thym, du lard, la moutarde aussi. De la moutarde, on n'a même pas besoin de mettre du poivre. C'est suffisamment relevé. Ah ouais.
Voilà, après on rajoute juste donc les pois chiches. Que ça cuise tranquillement en étant sûr que ça brûle pas. Une fois la viande rajoutée, il ne reste plus qu'à Sabrina qu'à recouvrir le tout en appréciant au passage la savante invention d'Emmanuel. Pour pas se brûler, ça. Bah oui, j'ai compris quand j'ai vu ça. Tous mes couverts, ils ont un petit bouchon. Mission accomplie pour Sabrina et Emmanuel, notre tenancière, n'en perdant pas l'esprit commercial. Merci, Manu. Tu es un vrai chef. Ah ouais. Et comme ça, toi, qui es guide de pays et qui promène des gens dans la région, eh ben... Je leur expliquerai la recette du caveri au pois chiches. Et leur dire qu'ils peuvent venir la manger. Manger chez toi. Voilà. Toujours animé par sa curiosité, Olivier Tangat est de retour à Forcalquier. Direction l'ancien couvent des Cordeliers construit au XIIIe siècle. Depuis 2002, il accueille l'Université européenne des senteurs et saveurs. C'est Julie Miolan qui l'y accueille. Il y organise des ateliers parfumeurs pour tout public. Bienvenue à l'Université européenne des senteurs et saveurs. Merci. Olivier pénètre dans le lieu de référence pour la formation aux filières parfums, arômes et senteurs et saveurs. En Provence, Alpes-Côte d'Azur, ces secteurs représentent plus de 30 000 emplois. La région est la première en France pour la production de plantes et parfums. Aujourd'hui, Julie fait découvrir à Olivier les techniques de création d'un parfum. Alors il faut savoir que les parfums, ils sont construits selon ce que l'on appelle une pyramide olfactive. Ça a la forme d'une pyramide avec au sommet les notes de tête. Alors les notes de tête, ce sont les notes les plus volatiles. C'est en fait la première odeur que vous percevez lorsque vous ouvrez une bouteille de parfum. Okay. C'est vraiment, et c'est assez éphémère, ça dure pas très longtemps, ça va durer jusqu'à 1 ou 2 heures. Et lorsque la note de tête s'évapore, on a la note de cœur qui apparaît, donc qui vient pour renforcer. Et puis ensuite, on a la note de fond. Donc vous les retrouvez aussi dans la fabrication de votre parfum. La note de fond, elle est plus tenace. C'est celle que vous allez retrouver sur vos vêtements, même des fois plusieurs jours après l'avoir porté. Olivier va se lancer dans la fabrication d'une eau de toilette pour hommes. Un travail où chaque goutte compte. 1/10 de gramme de fragrance en trop et le parfum peut devenir importable. Va-t-il réussir à être assez précis ? Ce qu'il faut faire déjà dans un premier temps, c'est de prendre toutes les fragrances dont vous allez avoir besoin pour la fabrication de votre parfum. Vais-je arriver précisément à 5 grammes ? Sans dépasser. C'est comme les petits quand c'est colorié. Ouais. 5,3, voilà, 5,04 même. Non, 5,03. C'est bon. À travers ces ateliers, Julie souhaite mêler le ludique et le pédagogique. Olivier travaille son odorat, mais il a le droit en prime à un petit condensé d'histoire. Et tout à coup, on comprend mieux pourquoi l'on parle de pyramide olfactive quand on élabore un parfum. En fait, c'est Cléopâtre, la première, qui a commencé à utiliser le parfum. La fameuse Cléopâtre. Voilà, dans un but de séduction. En fait, Cléopâtre, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle se faisait couler des bains de lait d'ânesse et elle faisait poser des fleurs fraîches à la surface du bain. Donc du coup, qu'est-ce qui se passait ? Les molécules grasses du lait d'ânesse captaient les molécules odorantes des fleurs fraîches. Et donc du coup, elle avait un bain nourrissant et parfumé en même temps. L'alcool a remplacé le lait dans les parfums depuis sa découverte au XVIe siècle. Et c'est à Grasse que la technique a été employée la première fois. Pour Olivier, l'heure du verdict approche. Il se saisit d'une touche pour sentir sa fabrication. C'est quand même assez... C'est assez léger en fait, c'est assez discret. Oui. Alors on est sur une eau de toilette, donc c'est-à-dire qu'on est peu concentré en fragrance. Un peu trop léger au goût d'Olivier, une petite note de vétiver en plus, et Julie n'a plus qu'à délivrer son avis d'experte. Il est bien équilibré, oui, il est assez frais, et en même temps c'est vrai que vous avez renforcé la note de fond, c'est assez intéressant. Il ne reste plus qu'à ajouter l'alcool pour finaliser l'eau de toilette. Et voilà Olivier, parfumé pour l'été. Donc voilà, votre parfum est terminé. Donc là, surtout, vous ne sentez pas parce que vous allez sentir uniquement l'alcool. Mais dans 3 semaines, vous allez retrouver les fragrances que vous avez mises à l'intérieur et l'homogénéité. Je le mets pas tout de suite. Hein. Non, il vaut mieux pas. C'est-à-dire que c'est dommage, vous allez sentir plus que l'alcool et ça manque un peu de rondeur là. Voilà, votre premier parfum de parfumeur. C'est vous. Merci. J'espère que vous l'apprécierez. Ah oui, je pense bien. En tout cas, il me plaît bien. Puis c'est frais pour l'été, c'est bien. Ça tombe à point. À Forcalquier, le paysage de cartes postales est souvent accompagné de sonorités qui semblent sorties d'une boîte à musique. Ces sons ramènent Sylvain Roman en enfance. Natif du village, il a longtemps entendu le carillon de la chapelle Notre-Dame de Provence avant d'en devenir un jour l'un des carillonneurs attitrés. Le carillonneur de l'époque jouait de 8h30 le matin à 9h. Donc forcément, il réveillait un peu
les jeunes étudiants qui voulaient un peu dormir, mais ça avait ce côté agréable, c'est qu'on était réveillés par les cloches, alors c'était sympa. Et puis un jour je suis monté, je suis arrivé là, et il jouait et il devait quitter Forcalquier. Et il m'a dit, écoute, si tu veux jouer, je faisais un petit peu de musique. Et bien il m'a dit, joue. Et voilà plus de 30 ans qu'il ne se lasse pas de rythmer en musique la vie des Forcalquiériens. Tous les dimanches, à 11h30, Sylvain donne libre cours à sa passion avec une méthode immuable pour le faire sonner depuis 1875, année de l'inauguration du carillon. En fait, le carillon, c'est un instrument à clavier. Hein, c'est comme, on va dire, des touches de piano. C'est-à-dire que là, ce sont les touches blanches et là, ce sont les touches noires. On va taper sur les touches. Hein, on joue de cette façon-là, là, comme ça, avec les poings. Un son cristallin unique grâce aux 18 cloches du carillon. C'est aussi le seul qui utilise la technique du coup de poing dans toute la Provence. En venant jouer ici, le plaisir est double pour Sylvain. La chapelle est construite sur un promontoire, à l'emplacement de l'ancien château des comtes de Forcalquier, et il ne se lasse pas de cette vue à 360 degrés. Donc là, on est sur le plateau de la citadelle, puisqu'on est derrière le carillon. Mais c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles je suis venu jouer ici, parce que voilà, c'est pour le panorama. On a un point de vue superbe, quoi. Avec le Luberon qui démarre là, les Préalpes qui sont là-bas, quelques villages provençaux un peu perchés, superbe, quoi. Un panorama que nous n'avons pas fini d'explorer. Et si vous croisez Sylvain sur ce promontoire, n'hésitez pas à lui demander d'essayer le carillon. Il sera ravi de vous initier. À Banon, le fromage est roi, mais le rayonnement du village devient international quand il s'agit des livres. La librairie Bleuet est un temple dédié à la littérature. Quelle magnifique devanture! Ça donne envie, hein? Waouh! Le Bleuet, c'est 190 000 livres entassés sur 700 mètres carrés et des clients du monde entier. Edwige a rendez-vous avec Joël Gattefossé, le créateur des lieux. Bonjour. Comment allez-vous? Joël. Parfaitement, et d'autant mieux que je suis ici. Joël se retrouve à la tête d'une des librairies les plus atypiques de France. Menuisier de formation, c'est à la suite du décès de ses parents qu'il décide de changer de voie. Une façon de rendre hommage à son père, imprimeur. Le jour où mes parents sont partis, j'ai dit c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose d'autre en leur mémoire. Et la mémoire, c'était le livre. Le bois, le livre. Voilà, le bois, le livre, mais c'était le livre. Et naturellement le bois pour fabriquer le papier. Et donc je ne pouvais pas faire autrement que de faire un métier qui est un peu flou, reconnu par tout le monde. Le métier de libraire, c'est un métier un peu flou. Je savais que même en n'y connaissant rien, avec un vouloir, une opiniâtreté et voire plus, mais on apprend le métier au fur et à mesure et en le faisant soi-même, sans avoir de préjugés, ben on ne fait pas comme les autres. En 1990, le Bleuet naît, 52 mètres carrés, 77 ouvrages à la clé. S'ensuivent 10 ans de difficultés à s'accrocher à son projet. Le bouche à oreille paie, le stock de livres grandit et il construit de ses mains les 5000 mètres de rayonnage en bois. Le résultat bluffe Edwige. Moi, il y en a partout. Vous avez, ça monte, ça descend. Ah, puis il y a encore en haut, bien entendu. 4 niveaux. Oui, qui représente 700 mètres carrés à la clientèle. Edwige découvre la richesse infinie du Bleuet. Des livres rares, épuisés ou non réédités, très difficiles à trouver ailleurs. C'est ce qui fait son succès. L'année dernière, il s'est vendu 517 livres tous les jours, sur 363 jours, parce qu'il y a eu 2 jours de fermeture. Donc, si vous multipliez ça fait un nombre de 182 000 livres qui se sont vendus. Mais ça, dans un village où il y a 1100... Oui, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. 1100 âmes. Intéressant, mais Joël n'a pas souhaité en rester là. Il a vu les choses en grand. À l'entrée du village, la construction d'un immense entrepôt vient de s'achever.
À l'intérieur, 17 km de rayonnage. Edwige n'en croit pas ses yeux. C'est terriblement impressionnant, ces allées. Et c'est sur combien d'étages, tout ça? Il y a 3 étages. 3 étages exactement pareils. Il y a 3 étages comme ici, et on pourra y mettre jusqu'à, on va dire, 2 millions de livres. Joël Gattefossé souhaite faire du Bleuet la première librairie de France d'ici 2015. Voilà qui conforte Edwige dans son envie de voir le pays de Forcalquier devenir la place forte des métiers du livre. Joël, je vous remercie infiniment pour ce... Je vais faire la bise, parce que franchement, voilà, infiniment pour ce moment magique au milieu des livres. Et puis, on ne va pas en rester là. Non, parce que ce n'est qu'un début. Il y a 23 ans de travail à découvrir. On retrouve maintenant Olivier à Vachères, à 20 km au sud-ouest de Forcalquier. Il a rendez-vous avec une agricultrice combative. Sandrine Faucou a pour bataille la reconnaissance des valeurs nutritives et gustatives du petit épeautre. Un combat mené avant elle par son père. Olivier et Sandrine se rendent sur le lieu de culture, à côté de la propriété familiale. Bon, alors là, je vois que vous avez semé, c'est ça? Voilà, alors ici vous avez un champ de petit épeautre qui a été semé à l'automne. On le sème septembre-octobre et on le récolte en août. On voit des touffes là et dans les touffes vous allez avoir plusieurs épis qui vont naître. Et ces épis deviendront grands. Il faut un peu d'imagination, mais l'épeautre de Sandrine sera méconnaissable en août au moment de sa récolte, à la grande surprise d'Olivier. À ce point-là? Ouais. Ah oui, ça fait une sacrée céréale. Ouais. Une sacrée céréale, mais qui n'a pas que des atouts. Son rendement à l'hectare est nettement inférieur à celui du blé, sans parler de la difficulté d'atteindre le grain. Pour l'expliquer, Sandrine a justement préparé un petit atelier pour Olivier. Ça, c'est un épillé de blé. Et si on barre, on fait le travail que ferait la moissonneuse-batteuse, regardez, hop, on a le grain très facilement. Alors que le petit épeautre, donc on a un épi qui est plat, qui est fin. On enlève, voilà, un épillé. On voit bien que le travail, comme on a fait pour le blé, ne suffit pas à enlever le grain de l'enveloppe. Un grain difficile d'accès et un rendement faible, voilà ce qui a précipité l'abandon de la culture de l'épeautre. Et Olivier devra patienter encore un peu avant de voir le produit fini. Décortiquage, triage et calibrage, voilà les étapes que répète Sandrine pour enfin pouvoir travailler sur le grain. Voilà, donc là le petit épeautre il est calibré. Donc les grains cassés sont partis. Ça c'est le produit final alors? Enlevé. Ça c'est le produit final, ouais. Le petit épeautre de Sandrine est désormais prêt à devenir farine intégrale ou raffinée. Dans le cas de la farine intégrale, c'est 1 kg de farine, c'est 1 kg de grains. Pour Olivier, le meilleur moment approche, la dégustation. Et pour les recettes, demandez à Sandrine. C'est un pain fait uniquement avec de la farine de petit épeautre. Ah voilà, oui, on dirait presque du... Il est beau. Super. Il a une couleur particulière. Ouais. Et si vous sentez, vous allez voir l'odeur. Ah oui, oui. C'est un pain qui est très parfumé. Ouais, ouais, tout à fait. Et l'épeautre ne se prépare pas que sous forme de pain, il se décline aussi en crêpes et en soupe. Eh ben dis donc, on est gâtés avec tout ça. Hein. L'un des endroits les plus visités de Forcalquier est à coup sûr celui que l'on attend le moins, le cimetière. Site classé et protégé depuis 1946, il est reconnu pour son architecture paysagère unique en Europe. L'ange gardien des lieux, c'est Paul Smeriglio. Ancien ébéniste et photographe, lassé de la vie parisienne, il venait en vacances à Forcalquier et un jour a décidé de ne plus en repartir. Voilà 9 ans qu'il travaille comme jardinier au cimetière. Sylvain Roman va à sa rencontre pour découvrir les lieux. Bonjour Paul. Tu vas bien? Ça va? Bonjour. Le cimetière, on va dire, c'est un peu le joyau. C'est quelque chose de sacré. Il y a plein de choses à Forcalquier qui sont sacrées, mais je crois que les gens, ils ont besoin de venir ici, de se recueillir. Et le cimetière, c'est quelque chose d'important. Alors les gens sont beaucoup étonnés, les touristes, de voir une ville comme Forcalquier, mais par rapport au cimetière qui est énorme. Énorme, c'est peu dire, puisque le cimetière couvre une superficie de 7500 mètres carrés. Son charme, il le doit notamment aux ifs qui forment un vrai mur de verdure. Paul leur accorde une attention toute particulière. Je les appelle les demoiselles, il n'y a que moi qui les appelle les demoiselles, parce que c'est des vieilles dames et c'est très fragile.
Et tous les matins depuis que je suis là, bah, je fais un tour. Alors ce qui est un peu bizarre, c'est que en fin de compte, on les voit pousser, on les voit changer de couleur, mais où ça pousse beaucoup, c'est les mauvaises herbes, voilà. Les mauvaises herbes, c'est l'affaire de Paul. Depuis 3 ans, sous l'impulsion de la municipalité, le cimetière est entretenu sans produits chimiques. Un travail manuel et de fourmis qui intrigue Sylvain. Des herbages particuliers, je crois. Hein. Alors oui, depuis quelques années, on est passé au désherbage, on va dire, manuel. Ça veut dire qu'il n'y a plus de produits chimiques, il n'y a plus de désherbants où ça rentrait dans la terre. Donc là, on passe au gaz et à la vapeur et surtout à la main. Et pour en savoir un peu plus sur la technique, Paul a réservé un petit exercice pratique à Sylvain. C'est un désherbant à gaz, donc c'est tout ce qui est pour les petites pousses. Voilà. On désherbe au départ à la raclette, je te montrerai comment on fait. Et après, pour enlever les petites pousses, pour que ça soit propre, si tu veux, tu peux essayer. Voilà. Là, hein. Voilà, tu appuies ici. Et simplement effleurer la terre et ça brûle les racines. Là. Et là, ça suffit, là? Et là, ça Sylvain semble étonné, mais ce savoir-faire de Paul fait toute la différence sur l'ensemble du cimetière qui en devient un jardin. Du haut de son carillon, Sylvain ne le regardera plus jamais de la même manière. Nous retrouvons Sabrina dans l'arrière-pays de Forcalquier à la découverte d'une spécificité du patrimoine local, les cabanons pointus. Ces abris de pierre sont le parfait exemple du travail de l'homme pour maîtriser son environnement. En tant que guide de pays, ce sujet passionne Sabrina. Elle se replonge dans l'agriculture pratiquée il y a plus de 2 siècles. Voilà, alors on est ici dans un espace qui paraît sauvage aujourd'hui, mais en fait il faut imaginer que jusqu'au début du XXe siècle, c'était un espace qui était cultivé. On élevait quelques chèvres, quelques moutons, et en fait la nécessité d'épierrer les champs, d'avoir un matériau gratuit, c'est ce qui a conduit en fait à construire ces cabanes. Épierré pour avoir plus de surface cultivable. Du sol était extrait la pierre calcaire, transformée ensuite en lauze comme celle-ci. Puis venait la phase de construction par empilement avec une technique bien spécifique. Pour la découvrir, Sabrina nous amène maintenant à la découverte d'un des cabanons de pierre les mieux conservés. Alors évidemment, quelquefois il est un peu squatté, mais voilà, il est vraiment remarquable, c'est le plus grand. En fait, ce cabanon est construit avec un léger fruit, comme vous pouvez le constater. C'est-à-dire que le mur n'est pas totalement droit, c'est pour avoir une bonne assise. Et le principe de tous ces cabanons qu'on a ici en pays de Forcalquier, on va le voir à l'intérieur, c'est d'avoir un système de voûte en encorbellement. Vous voyez, ça se construit un peu comme un igloo, ça se fait d'ailleurs de l'intérieur souvent. Alors le principe, c'est de croiser. Vous voyez, on a 2 pierres là, une au-dessus, 2 pierres là, une au-dessus. C'est un travail absolument fastidieux. Un travail fastidieux mais indispensable pour les agriculteurs et éleveurs il y a 2 siècles. Sabrina, passionnée par sa région, s'est longuement documentée sur le sujet. Elle nous en apprend un peu plus sur leur quotidien. Les cabanons pointus, ce ne sont pas des habitats sédentaires et permanents. Et en fait, en fonction des besoins de l'agriculture ou de l'activité des gens qui les construisent, eh bien, ils sont souvent loin du village, loin de leur habitation, et ils vont se construire ces cabanons avec les tas de pierres qu'ils ont fait pour pouvoir se protéger de la pluie, comme aujourd'hui, ou alors du soleil. Il faut voir qu'ils viennent très tôt le matin. Ils repartent très tard le soir et qu'entre les deux, ils vont remiser un peu des outils, ils vont protéger leurs bêtes et ils vont se protéger eux-mêmes aussi. En fait, ce qui est sympa avec tout ça, c'est que ça raconte des histoires qu'on n'imagine pas, quoi. Personne n'imagine qu'on a vécu à X familles sur des lopins de terre aussi rudes. On est dans une agriculture de subsistance en Haute-Provence. En fait, au 19e, on est au maximum de la démographie de ce département. Des espaces qu'on n'avait pas conquis auparavant, on est obligé de les gagner avec tout ce travail énorme. Les cabanons pointus sont les grands témoins de ces temps difficiles, des témoins bien plus fragiles qu'ils en ont l'air, mais qui résistent au temps, grâce notamment à la bienveillance de passionnés comme Sabrina, qui en connaissent toute l'importance. Retour maintenant sur la montagne de Lure dans les Préalpes. Nous y retrouvons Olivier, le guide accompagnateur. Il amène souvent dans ce coin des groupes de touristes. Mais aujourd'hui, c'est lui qui vient pour apprendre. Il a rendez-vous avec une spécialiste des plantes aromatiques et médicinales, dont regorgent les badassières. Et c'est Marie, horticultrice, qui va lui expliquer
ce qu'est un tel lieu. Ben oui, et toi? Alors qu'est-ce que tu fais? Eh ben, je suis en train de récupérer des boutures de lavande pour pouvoir planter la pépinière et avoir des godets dans quelques temps. Génial. Voilà. Ici, on est dans une zone, une badassière, qu'on appelle ça. La badassière, c'est parce qu'il y a du thym, donc on appelle ça de la badasse ici. Et c'est vrai que les plantes aromatiques ici, c'est quand même la base. Donc, différentes variétés de thym. Tu vas retrouver la sarriette aussi, de la santoline. En fait, en usage médicinal, elle était surtout utilisée en tant que vermifuge. Ouais. Et après, c'était une plante, comment on peut dire, censée éloigner le mauvais sort, si tu veux. Donc, les gens avaient toujours un petit bouquet de santoline chez eux. Lavande, thym, santoline, mais aussi absinthe, comme ici, les badassières regorgent de richesses exceptionnelles. Siècle après siècle, les paysans se les sont appropriés, développant aussi leurs connaissances en médecine ou pour la fabrication d'alcool. Les cueilleurs sont devenus des colporteurs droguistes, vivant des plantes et de leur savoir-faire. Olivier souhaite justement en savoir plus pour enrichir ses visites organisées. Là, j'ai un groupe qui m'a demandé de leur faire découvrir les marchands droguistes à la montagne de Lure. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Au départ, c'était fait uniquement pour se soigner. Ils allaient faire leur petite récolte en fonction de leurs utilisations. Et puis petit à petit, on va dire que ça s'est diversifié. Donc quelqu'un qui avait un élevage, par exemple, il allait chercher quand même un petit peu des plantes. Il les faisait sécher. Et après, arrivé à l'automne, quand il n'y avait plus trop de travail à la ferme, ou beaucoup moins, et les hommes partaient les vendre ailleurs dans les autres régions. Et au XVIIIe siècle, il y en a qui ont fait des grosses richesses en revendant justement toutes ces plantes. Il y en a qui sont devenus pharmaciens. Et c'est comme ça si on se promène dans le village de Saint-Étienne, on peut voir des énormes bâtisses qui sont justement issues de ces personnes-là. Alors si on allait les voir, ces maisons un peu particulières là dont tu me parles. Mais bien sûr, avec plaisir, le village est juste là. Et difficile à Saint-Étienne-les-Orgues de ne pas remarquer les imposantes maisons des colporteurs droguistes au commerce pour le moins florissant. Mais Marie va en apprendre un peu plus à Olivier sur ce qui constituait alors les vrais signes extérieurs de richesse. Donc ça, c'est le château dont je te parlais tout à l'heure. Ah ouais, donc voilà, donc c'est une des plus grandes familles de Saint-Étienne au XVIIIe siècle. On voit que de partout, c'est des petites maisons étroites et en hauteur. Et là, on voit de suite le château beaucoup plus imposant. Et souvent, plus tu avais de fenêtres, plus tu payais d'impôts. Donc en fait, certaines personnes bouchaient les fenêtres et faisaient des trompe-l'œil. Donc on avait l'impression qu'il y avait une fenêtre, mais en fait, ce n'en était pas une. Voilà le plein d'informations fait pour Olivier qui ne manquera pas de partager le savoir-faire de Marie lors de ses prochaines balades en groupe. C'est un groupe d'amis que Sylvain Roman rejoint maintenant en plein centre de Forcalquier. Il se dirige vers le Café du Commerce pour un rendez-vous qui lui tient à cœur. Bon, Belou, c'est parti. Une fois par semaine, c'est le même rituel avec Pierre, Alain et Claude, son partenaire de jeu. Ils disputent une partie de Moon. La Moon, c'est un jeu de cartes local créé dans les Hautes-Alpes, basé sur le principe de l'enchère. On appelle ça le poker des pauvres. Et le principe de base est simple. On n'est pas obligé d'avoir du jeu pour gagner, ce qu'il n'a pas compris depuis le départ. Auxquelles s'ajoutent quelques règles de base. Donc on donne 3 cartes de cartes et on y va. Et quand on tape, ça veut dire qu'on fait un point. Oui, enfin ce n'est pas si simple, mais nous vous épargnerons le système de comptage des points. La Moon, c'est un jeu en voie de disparition et pourtant une partie du patrimoine de Forcalquier. L'intérêt n'est pas de gagner, mais de passer un bon moment entre amis. Et les piques ne se trouvent pas que dans le jeu. T'arranges les oreilles, tu vois. Sylvain, Claude, Pierre et Alain ne s'en privent pas, avec l'accent bien sûr. La première, c'est pour les petits. C'est la boucherie, la là. première, c'est la boucherie. Il ne voulait pas gagner la première. Non, il ne veut jamais gagner la première. T'as pas marqué, c'est où marqué. Ah, attends que je fasse 8, quoi. Si, on paye. Non, t'as pas le droit. J'ai 13. Ouais. Qu'est-ce que tu regardes, mon jeu? Enfin, voyez, je regarde le tout. Ou on en perd un, ou on en perd... Des fois, ça brûle un peu. Avec la fin de la partie se conclut l'apéro. Et ce soir, carte en main, Sylvain et Claude doivent s'incliner. Oh putain. Ah, mon gaillard. Ça commence. J'ai l'air de 3, il pensait que c'était 3 dames. Tu peux tourner aussi. Non, c'est une folie. Je ne sais pas comment je fais quand c'est 35. C'est pas vrai.
Pourquoi c'est pas vrai? 35, t'as gagné, hein? J'ai 35. Ah merde. Les champions du monde sortent dans les grandes occasions. Et comme le veut la tradition, ce sont les perdants qui paieront l'addition du repas au resto. Je n'ai qu'un mot, bravo. Chaque fois je vois 3 quarts. Sortons du bistrot, mais restons dans l'idée de se désaltérer. Olivier nous amène à la découverte d'une des fiertés locales, le pastis. Il y retrouve Yves Rafatelli, distillateur, pour comprendre comment les plantes des badassières transmettent leur saveur à cette boisson. Merci. Je vais vous montrer ce qu'on fait sur le pastis, entre autres, si vous voulez bien me suivre. L'une des plantes les plus importantes dans la fabrication de ce pastis, c'est l'armoise. Abondante en Haute-Provence, considérée comme une mauvaise herbe, elle prend un tout autre intérêt une fois passée entre les mains expertes d'Yves. Et donc cette infusion, on va la laisser macérer 15 jours. On va tirer l'infusion, comme une tisane, exactement pareil. Et cette fleur, on va la distiller. On va la distiller à l'alambic, où je vais vous amener tout à l'heure. Cette distillation nous permet de récupérer un distillat qui est assez élevé en degrés, puisque ça doit tourner aux alentours de 70 degrés. Donc on aura tout récupéré dedans. Mais en plus de récupérer l'alcool, on va récupérer un goût qui va vraiment changer aussi le goût du pastis. Et bien, tout ça va être assemblé dans l'alcool, dans l'essence de badiane et plein d'autres plantes, puisqu'il y en a une soixantaine différentes. Ah oui, 60 65 plantes, exactement. Ah oui, c'est... Ce qui fait ce pastis un peu ancien qu'on retrouvait, que les anciens mettaient au pied des fontaines. Voilà Olivier alléché, mais la dégustation n'est pas pour tout de suite. Prochaine étape, récupérer toutes les substances et saveurs de l'infusion d'armoise. Le distillat, c'est le résultat de la distillation, c'est-à-dire la récupération de l'alcool d'armoise qui résulte de la macération. Donc on voit que c'est transparent, c'est vraiment différent de l'odeur qu'on avait tout à l'heure. C'était un peu plus fruité tout à l'heure. L'armoise est ensuite savamment dosée comme la soixantaine d'autres plantes et épices qui constituent au final ce pastis de dégustation. On en a parlé du pastis, maintenant on va peut-être le déguster. À votre bonne santé. Merci. Olivier semble apprécier, mais il est temps d'en rester là, c'est beaucoup plus prudent. Prudent sur la route parce que j'en avais bu quelques-uns quand même. Oh, j'en ai pas bu 3 quand même. Merci de votre visite et au revoir. Merci. Nous retrouvons Edwige à Banon, bien loin de l'univers du livre cette fois, mais à la découverte d'une belle histoire. On m'a conseillé d'aller voir la brindille Melchior. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, une brindille Melchior. Alors apparemment c'est une charcuterie, donc on va aller rencontrer le propriétaire et voir ce qu'il nous propose. Edwige a rendez-vous avec Clovis Mecchio, le propriétaire des lieux, un artiste de la charcuterie qui, comme au théâtre, se cache derrière un rideau, ici fait de saucisses. Comment ça se fait que vous avez des saucisses aussi longues qui pendent partout? Écoutez, en fait, c'est simple, c'est la largeur de mon plan de travail, tout simplement. Donc ensuite, on le sèche là doucement, mais c'est notre grande spécialité surtout. Ah, ouais, on peut aller voir comment vous, tout à fait, bien sûr. Fabriquez? Direction l'arrière-boutique pour Edwige et Clovis. C'est aussi l'occasion de découvrir l'histoire de la brindille Melchior, une réussite pour le moins accidentelle. Et comment ça vous est arrivé? C'est-à-dire que un jour, vous avez fait des saucisses comme ça, puis vous avez dit « Oh, c'est pas mal comme ça ». Non, non, pas du tout. Au départ, c'était mon père. Ah, et il semblait bien ça a été vraiment un pur hasard. Mon père faisait des chipolatas, tout simplement. Et dans un coin, il a accroché comme ceci, vous voyez des saucisses, les a mis dans un coin, côté magasin. Et ces saucisses ont commencé à sécher comme ça. Et un jour, il y a un client qui dit tenez, monsieur, donnez-moi cela. Non, non, je ne vous donne pas ça là, je les ai oubliés là, excusez-moi. Non, non. Si, mais moi, je les aime comme ça. Voilà. Ah, c'est écoutez, je vous les offre. Le monsieur est parti avec et est revenu en disant une merveille. Écoutez, c'est drôle. Voilà. C'est très, très drôle. Et c'est parti de là. Depuis 1992, date de la création de la brindille, le succès ne se dément pas. Le produit est fabriqué et vendu uniquement dans cette charcuterie. Maintenant qu'elle connaît l'histoire, place à la pratique pour Edwige. Ses talents pour la relure sont-ils transposables à la charcuterie? Je vais tout vous casser. Non, non, pas du tout. Ah, je pousse. Oh, bon, là, ça va me refaire une cochonnerie. Vous faites avancer le boyau petit à petit. Ouais, j'avais pas les mains assez mouillées. Je vous fais des bêtises. Hein. Bon, mais j'arrive pas. Je suis pas encore très très douée. Hein. Peut-être que je reste dans la reliure quand même. Il avance pas. Il faut pas tirer. Il avance pas beaucoup. Malgré une évidente bonne volonté, force de constater que ce n'est pas gagné pour Edwige. Mais elle n'est pas franchement aidée.
Ah non, mais c'est qu'il y en a plus. Ah ben voilà, on va me faire passer pour quelqu'un qui ne sait pas faire de la saucisse. Ça y est, on a terminé le poussoir. Nature, aux fenouilles ou à l'ancienne, Clovis Melchior écoule chaque année plusieurs centaines de kilos de brindilles. Un succès qui s'exporte à l'étranger, on appelle cela un tube. Voilà, donc si vous me commandiez des brindilles, donc, je vous les expédierai dans ces tubes. Vous avez l'impression de recevoir un petit poster et en fait ce sont quelques saucisses sèches. On a même une cliente régulière qui m'en commande une fois par an, que j'envoie à Tokyo. Maintenant que la brindille n'a plus de secret pour Edwige, il ne lui reste plus qu'à la déguster. Merci beaucoup. Ah la vache. C'est la nature à l'ancienne. Elle est légèrement relevée en poivre. Ça a vraiment du goût. C'est pas gras. Il y a toujours du gras bien sûr dans la charcuterie, mais Il manque le pastis. juste derrière. Non seulement j'ai apprécié, mais on va se revoir. Oui, oui, oui. Promis, D'accord, Violette. j'ai cru Merci comprendre. beaucoup pour votre accueil. Ben, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. À l'image de la brindille Melchior, en pays de Forcalquier, les belles histoires ne manquent pas. Écrites au fil des siècles, comme sur le site des Mours, où naît de rencontres comme Sylvain et son carillon. Forcalquier est un pays de passion, mais toujours avec une pointe de décontraction et d'humour, comme si un parfum de douceur de vivre flottait en permanence dans l'air.